Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Merci beaucoup. Pas de quoi. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Je veux dire, pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant? Choisis de bloguer ta vie, de ta première branlette à ton dernier soupir. Ne m'appelez plus Junior. Est-ce que t'es un fonceur? Ou est-ce que t'es un traînard? Ou vas-tu suivre mon tempo, bordel de merde? Je vais suivre votre tempo. Rémi, c'est à toi? C'est à moi? Il me semble. Non, Il me semble que c'est à toi. j'ai pas envie. On avait terminé sur moi, c'est à toi. Mais j'ai pas envie. Voilà. Fin du podcast. Merci Fin à du tous de nous podcast. avoir écoutés. Merci d'avoir écouté. Générique de fin. Est-ce qu'on finit maintenant? Maintenant. Eh bien, j'avoue que ce n'est pas ce qu'on me dit d'habitude, mais j'apprécie le compliment. Oh, c'est pertinent, je vous promets. J'en ai déjà parlé de ce film. J'en ai parlé dans le dernier podcast, encore. Celui sur les questions. Un film qui me fait beaucoup pleurer. Ah si, je crois que je l'ai. Un film de Steven Spielberg. Ah oui, Spielberg. bien sûr. Le terminal? Avec Tom Hanks. Bien sûr. Terminal. Monsieur Navorski, derrière ces portes, c'est le sol américain. Vous ne devez pas sortir de ce bâtiment. Il y a un homme qui se balade dans le terminal en peignoir. Je crois, il est CIA. Tu sais pas ce que tu racontes, ce type sait même pas parler notre langue. Ok. Qui ne parle pas de quelqu'un qui a une maladie en phase terminale, mais bien de quelqu'un bloqué dans un aéroport. Dans un terminal d'aéroport, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et Ça pas un aurait métro. pu me faire pleurer Et aussi. pas un métro. Pas un métro non plus, ouais. Moi, les métros bloqués, ça me fait pleurer, personnellement. Alors nous maintenant on a peur des métros. Le terminal, donc je vais en reparler vite fait parce qu'on l'a déjà abordé. Donc le personnage de Tom Hanks se retrouve bloqué dans un aéroport parce qu'il vient de débarquer à l'aéroport. Son pays, enfin une guerre éclate dans son pays, une genre de guerre civile. Du coup son pays, enfin la souveraineté de son pays n'est plus reconnue par les États-Unis, donc il ne peut pas retourner dans son pays. Mais il n'est plus non plus considéré comme citoyen, enfin du coup ses papiers ne sont plus valables, bref, il ne peut pas non plus débarquer sur le sol américain, donc il est obligé de rester dans l'aéroport qui est une espèce de zone de non-droit, et il va devoir apprendre à vivre dans l'aéroport, alors que le directeur de l'aéroport, joué par Stanley Tucci, va tout faire pour le mettre dehors, pour le dégager. Un film très très touchant, que j'adore de tout mon cœur, qui me fait pleurer à chaque fois que je le vois. Alors, c'est une anecdote dont je n'ai pas parlé dans le podcast des questions, parce que je voulais pas me répéter, parce que je savais que j'allais en parler aujourd'hui. D'accord. Donc j'ai deux anecdotes sur ce film. La première, donc forcément, c'est qu'il me fait pleurer à chaque fois que je le vois, des vraies larmes, des vraies larmes à la fois de tristesse et de bonheur, parce que c'est aussi un film magnifique. Je trouve que Tom Hanks, il livre une de ses prestations les plus merveilleuses, et on sait que c'est un acteur qui est très touchant. Je sais pas pourquoi lui en particulier, mais je sais que c'est quelqu'un dans tous ses rôles qui arrive à être très très touchant. Il arrive à nous émerveiller, et je trouve que le combo lui et Spielberg fonctionne magnifiquement bien. Et c'est également un film que je n'ai jamais vu en entier d'une seule traite. C'est vrai? Et pourtant je l'ai vu un nombre incalculable de Toi fois. qui sacralise Ouais, le bien sûr. visionnage des films. Mais j'ai constamment, soit je l'ai chopé à la télé où j'ai raté genre les 10 premières minutes, où j'ai pas pu voir la fin, ou alors les fois où j'ai pu le regarder en streaming ou quoi, il y a eu un moment où j'ai dû interrompre, j'ai dû mettre en pause à un moment, et même si je l'ai vu des dizaines de fois, ça n'a jamais été d'une traite d'un coup. Mais t'as quand même vu tout le film? Oui, Parce oui, que ça se oui. trouve, la fin est dégueulasse. Bout à en fait, bout, je sais pas. j'ai vu tout le film. Ok. Même s'il y a eu la fois qui s'est plus rapprochée d'une fois en entier, j'ai dû faire 5 minutes de pause, pas grand chose dans le film, mais je ne l'ai jamais vu en entier d'une traite d'une seule fois. Ah, c'est marrant. Ouais. Ok. C'est fou. Mais c'est vrai que t'as raison, pour moi qui ritualise vraiment le visionnage de chaque film, je trouve l'anecdote assez folle. D'accord. Effectivement. C'est hyper intéressant. Ok. Si vous l'avez pas vu, franchement, je vous le conseille. C'est Je un l'ai film pas vu. pas forcément Moi non très plus. connu Je l'ai de la pas vu. filmo de Spielberg. Effectivement. Je l'ai en DVD, Plus je crois. indépendant parce que voilà, ça change de ces films. Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, enfin, tous ces films un peu grandiloquents, tout ça, un peu blockbuster. Celui-là dénote un peu, mais vraiment génial, quoi. Je vous le conseille. Quelle passerelle allez-vous faire? Quel lien allez-vous faire? Et bah très simple, le même réalisateur finalement. D'accord. Oh. Donc du coup, moi je voulais parler de Ready Player One. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. Parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est aussi un des premiers films que j'ai analysé cinématographiquement vraiment, parce qu'en fait c'était mon film de bac de cinéma. Donc en terminale, on a passé littéralement 4 mois à faire des analyses de Ready Player One. Continue à parler sérieusement pendant qu'on dit de la merde à côté. Il a juste Oui, dit je vois ça. Bac Nord.
Et tu sais, j'ai eu l'image de Gilles Lelouch qui fait « Tu connais rien à ce qu'on a vécu là-bas, tu connais rien à Ready Player One !» Donc c'était ton film de bac. Parle sérieusement pendant que un tu dis la des merde. 3 films. Oui, bon, bah j'ai l'habitude de toute façon. Oui, hein, on a fait ça, assez de soirées pour que je sache comment ça On appelle fonctionne. ça un mardi soir entre nous. Du coup, c'est un film qui est assez fou, je trouve, parce que c'est vraiment, il mélange du coup du live action et du motion capture. Donc voilà, puis c'est dans un monde, il y a vraiment 2 mondes. On voit une réalité complètement désastreuse où les gens vivent une vie de merde, hein, clairement. Et du coup, cette réalité virtuelle qui s'appelle l'Oasis, qui a été créée par Johnny Hallyday. Non, pas Johnny Hallyday, James Hallyday. Oui, le personnage s'appelle Hallyday. Ça a vraiment dit ça premier degré. Je fais vraiment... C'est la 2e fois que je me trompe là-dessus. Donc, il s'appelle James Hallyday. Et du coup, voilà, le but, c'est donc une chasse au trésor pour retrouver un œuf et pour récupérer, du coup, la legacy de tout l'Oasis. L'Easter egg. L'Easter egg, ouais, il fait des liens. Et du coup, en fait, il y a une entreprise énorme qui emploie entre guillemets des personnes pour justement jouer dans ce jeu et gagner cette compétition. Et finalement, c'est Wade Watts et sa petite équipe qui va... De Geekos. De Geekos, finalement, qui va continuer cette compétition pour arrêter le grand méchant capitaliste. Hein, donc voilà. Et c'est un film qui est franchement assez impressionnant visuellement, avec des scènes qui sont très marquantes, notamment la scène de la course de voiture que je trouve vraiment magnifique. Et c'est aussi, il y a tellement de trésors cachés. Beaucoup de références. On peut vraiment... À savoir qu'il a dû demander des droits à énormément de personnes pour réussir à intégrer même une toute petite partie qu'on voit à peine au premier visionnage dans les œuvres, quoi. Et donc il y a un clin d'œil, il y a énormément de références. Et rien que trouver ces clins d'œil, je trouve que globalement, ça fait qu'on peut faire plusieurs visionnages du même film. Il y en a qui sont clin d'œil beaucoup moins subtils que d'autres, mais moi je me rappelle de cette scène qui se passe dans l'hôtel de Shining. Oui, Toute cette scène dans l'Overlook Hotel. Mais c'est ce que j'aime bien avec Spielberg, c'est que c'est quand même quelqu'un qui reste, malgré, je crois qu'il a 70 ans maintenant, Spielberg, il reste quand même très, très actuel, très moderne sur tout ce qui se passe dans le monde. Et il n'a pas un regard de vieux con sur les jeux vidéo. Et tu sens que toutes les références, alors forcément il y en a qui l'avaient pas, qu'on lui a conseillé, mais on sent que c'est pas un cahier des charges. On sent que c'est pas des marketeurs qui étaient derrière, qui étaient en mode ouais, il faut mettre ça, il faut absolument faire cette référence-là. On sent que c'est aussi des trucs que Spielberg apprécie lui aussi vraiment sincèrement. Toutes les références qu'il a casées dans le film. Et visuellement, même le scénario est génial. Et comme tu dis, oui, Spielberg, il a vraiment pas un regard extrêmement âgé sur des thématiques qui sont très actuelles. Et encore une fois, on part sur de la dystopie, science-fiction, qui à un moment faisait très peur avec tout le développement de méta, etc. Bon, là, on a arrêté d'en parler, mais la réalité virtuelle... Donc le film est sorti en 2018, donc forcément, voilà. Et puis ça parle aussi du rapport, moi je trouve aussi beaucoup du rapport à soi-même et à sa vie personnelle et son corps, par exemple, où quand il va rencontrer ses amis dans la vraie vie, il va se rendre compte que c'est pas du tout les mêmes personnes que leurs alter ego. On peut faire un parallèle avec les réseaux sociaux aussi, en fait. Exactement. Et en même temps, moi je trouve que vraiment les acteurs ont réussi à vraiment avoir leur personnage des jeux vidéo et on voit vraiment leur personnalité des alter ego dans la réalité virtuelle. Moi je me rappelle de le méchant corporate qui est joué par Ben Mendelsohn. Oui, je crois, qui est génial d'ailleurs. Son avatar dans l'Oasis, c'est un gars hyper musclé, je crois, hyper baraque, alors que lui est assez fin dans la vraie vie. Enfin, c'est vraiment il joue très bien les méchants d'ailleurs, ce gars. Oui, vraiment. Il jouait le méchant dans Rogue One aussi, il est parfait. Dans Rogue One, tout à fait. Dans Captain Marvel aussi. Ouais. Et il était dans Misanthrope, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Dans le film d'action. Très bon film. Il y a une suite qui est, je crois, en préparation parce que le bouquin s'est adapté d'un livre. Oui, tout à fait. Et le bouquin a eu une suite, Ready Player 2, je crois. Et il me semble qu'ils vont l'adapter aussi en film. Génial. D'accord. Ouais. Espérons que ce sera à la hauteur ou avec la même équipe, parce que sinon ça risque d'être un peu déceptif, quoi. Oui. Compliqué, de faire... ne donnez pas ça à Robert Rodriguez. Je t'adore, Robert, mais s'il te plaît, ne touche pas à ça. S'il te plaît, Alita, tu oublies. C'était pas mal en plus, mais bon, ne fais pas ça. Tu vois, on parlait du fait que Spielberg ne vieillit pas, en termes de pensée et tout.
contrairement à beaucoup de ses comparaisons réalisateurs. Coppola, comment ça va? Tu vas bien? Installe-toi, je t'en prie. Oui, hein, le Parrain 4, laisse tomber. Et on sent le clin d'œil à vraiment cet aspect geek de l'époque, Bien sur sûr. la bataille finale dans Ready Player One, où finalement elle se passe sur un jeu d'arcade vraiment à l'ancienne, et du coup au tout début, alors qu'on est dans une réalité virtuelle. Ouais. C'est ça, c'est un film d'adoration face à tout cet univers de films, de jeux vidéo, tout ça, mais sans être nostalgique non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté ah, c'était mieux avant. Ouais. Exactement. Qui par la suite a été salopé par Space Jam 2. Pitié. Oublions. Pourquoi tu parles de ça? Oublions Space Jam 2. On fera des top des pires films Très bien. un jour. Oh, wow. On On juste serait taper juste sur des méchants. Ouais. C'est juste harcèlement C'est le ça. podcast. Et le pire, c'est que j'ai déjà Une quelques liste. films dont je sais que je parlerai. On le fera, mais on essaiera d'être sympa quand même. Ok, Bah. c'est trop. Mais ça peut être un exercice assez cool de prendre Bien vraiment sûr. des films qu'on déteste Bien et sûr. de se forcer à en trouver leurs 5 qualités. Vas-y. Oui. Bah, moi, je voulais vous parler d'un film. Alors, j'ai un peu menti quand j'ai dit que j'avais pas de film d'animation, parce que c'est pas vraiment un film d'animation, c'est un film qui mélange les deux. Ok, donc à la fois live action et C'est ça, prise de tout vue à fait. réelle et Tout à fait. Et c'est l'un des premiers Avoir à fait avoir ça. fait ça. Le Seigneur des Anneaux. Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est l'histoire d'une superstar montante appelée Roger Rabbit et d'un détective privé sur le déclin. Il reste dehors appelé Eddie Valiant. Ouga bouga. Chaque moment passé ensemble est une nouvelle mésaventure. Casse-moi, Eddie, je t'en prie. Pas du tout le Seigneur des Anneaux. Pas du tout. Pas d'anneau. Pas le même d'anneau concept. dans Roger Rabbit. Pas de seigneur non plus. Hein. Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est un film que j'ai regardé quand j'étais très jeune, un film de Robert Zemeckis, donc qui se passe dans un monde où les toons existent, et où c'est vraiment des travailleurs, dans le sens où ils font des dessins animés, mais en studio, tout ça. Et c'est un des premiers films qui mélangeait la prise de vue réelle et l'animation. Donc les personnages animés interagissent avec les personnages réels, ce qui du coup est un calvaire au niveau des regards notamment. Il y a des fois où le personnage de Roger Rabbit, donc ce petit lapin, doit se mettre sur des objets pour être à la hauteur du regard du personnage de Bob Hoskins, qui est un vieux détective en fait qui est engagé pour le protéger ou pour enquêter parce que lui est accusé d'un meurtre, tout ça. Et c'est un des films qui m'a fait comprendre qu'en fait on pouvait prendre le médium dessin animé et en faire quelque chose de sérieux, de grave. Parce qu'on parle quand même de mort, on parle quand même de... Enfin, cette scène de la trompette de Christopher Lloyd en méchant annihile les personnages des dessins animés avec un liquide dégueulasse, tu vois. C'est horrible, horrible cette scène. En tant que gamin, moi, ça m'a marqué. Et c'est un film, en fait, où il y a une liberté totale, quoi. Il y a une liberté où, tu sais, genre, chaque plan, t'as des personnages qui ne servent à rien, en fond. Ouais. Qui sont des personnages animés qui sont juste là pour être là, mais ils rajoutent quelque chose, ils font un univers tangible. Tu vois, moi, je me souviens du bébé, le personnage du bébé, qui apparaît dans le dessin animé au début, qui, quand il a fini sa prise, va, tu sais, harceler sexuellement une stagiaire, taper son gros cigare et tout, tu sais, genre... En fait, tu sens qu'il y a une conscience des problèmes du cinéma qui est ramenée avec des personnages des dessins animés. Et en fait, quand t'es gamin et que tu vois ça, tu te dis, mais attends, mais ça me déboussole de... Ils sortent de ce cadre de dessin animé. Et j'adore ce film. J'aime trop ce film, parce que je trouve que c'est déjà un très bon film pour enfants. Et en plus, c'est un très bon film pour adultes. C'est un film qui vieillit bien. Je pense que t'avais plus de liberté à l'époque. Totalement. En fait, ça m'a frappé quand t'as parlé de tous ces trucs qui se passent en arrière-plan et qui ne servent à rien. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Non. Bah, Tu ça t'es coûte obligé tellement de tout cher. C'est ça, coûte tellement cher. T'es obligé de tout ouais. justifier. Et tu peux pas... je pense qu'aujourd'hui, les gags en arrière-plan, ça ne fonctionnerait pas, en fait. Enfin, non, c'est plus compliqué aujourd'hui. Ce serait forcément appuyé. Tu vois. Ce serait pas en arrière-plan, ce serait juste un gag appuyé. Je suis d'accord. Mon film précédent était un film de Steven Spielberg. Karel, tu as parlé de Spielberg. Je vais donc reparler de Spielberg pour le prochain film. C'est une suite d'une suite. Donc c'est un 3e film. Et c'est mon plus vieux film de la liste. 89. Indiana Jones 3 Ouais. Ah, bien joué. Indiana Jones est en quête du Graal, la recherche la plus importante de sa vie. Mais pour certaines aventures, un seul Jones ne suffit pas. Oui, père, j'ignore. Ok. Indiana Jones 3, c'est pareil, là on est vraiment dans les films d'enfance, d'aventure. J'adore la saga Indiana Jones, et du coup, bah, si je devais en retenir un, bah, un peu comme toi avec Hunger Games, où t'as ce côté, c'est ta saga préférée, du coup dans tes films préférés, bah, t'en choisis un de là. Pareil, Indiana Jones, je prends le 3e, celui avec Sean Connery, que je trouve absolument génial. Sur tous les points, sur l'histoire, sur l'action, sur l'aventure, même sur la musique, sur tout ce qui s'y passe.
Je trouve qu'il est trop bien. C'est un peu facile parce que je crois que c'est le préféré de beaucoup de gens. Où t'as d'ailleurs Sean Connery qui joue le père d'Harrison Ford, mais ils ont pas beaucoup de. Je crois qu'ils ont pas, dans la vraie vie, ils ont pas tant d'écart en termes d'âge. Oui, mais Sean Connery est catégorisé comme vieux. Oui, voilà. Tu vois, à l'époque, il a fait tellement de trucs qu'il est vieux. Et il a ce côté un peu bon enfant, enfin, c'est à la fois sérieux et à la fois genre. Moi, j'ai ce moment dans le film que j'adore. Où donc ça se déroule le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, et t'as un moment en Allemagne où t'as Harrison Ford qui va tomber devant des soldats nazis du Troisième Reich, où on voit, enfin c'est vraiment genre une parade où t'as Hitler et tout qui défile, ils sont en train de brûler des livres, et t'as Indiana Jones qui se pense comme ça sur la foule et qui dit « Les nazis, je hais ces types ». Tu vois, c'est... Oui, bien sûr. Et c'est mais drôle, non. tu vois. Je trouve ça un peu drôle, et où il va même se faire... À la fin, genre, il va tomber dans cette foule, il va tomber face à face avec Hitler, qui va lui dédicacer son livre, tu vois. Et il va c'est partir. dans celui-là. Oui. Je pense qu'il a ouvert la porte à tous ces films, un peu Benjamin Gates, après. Ce côté aventure, exploration, archéologie, on prend un peu mystère, un peu mystique, on va suivre sa piste. Et en même temps, on garde une part de mystère. On va pas tout expliquer non plus dans le film. C'est-à-dire que là, dans le film, ils partent sur la quête du Graal, en fait. Et ils vont jamais jusqu'au bout des choses. En fait, ils aiment bien garder cette part de mystère, on saura jamais trop la vérité, tout ce qui se passe, tout ça. J'aime beaucoup aussi la scène d'ouverture du film, toute la scène d'ouverture avec le train, tout ça. Parce qu'Harrison Ford a une cicatrice naturelle juste en dessous de sa bouche, et il le justifie dedans. Il montre d'où vient cette cicatrice dans une scène qui est jouée par River Phoenix. C'est River Phoenix qui joue le jeune Indiana Jones, donc le frère de Joaquin Phoenix. Et voilà, c'est super. Voilà, voyez-le. Si vous n'avez pas vu, si vous n'avez vu aucun d'Indiana Jones, voyez l'Indiana Jones. Si vous avez peut-être vu des films d'action, d'aventure plus récents, je pense que la majorité des inspirations de ces films actuels viennent de là, en fait, à la base. Il a vraiment, genre, donné pas forcément la naissance à un genre, parce que c'était un genre qui existait déjà avant. Je pense par exemple avec des films comme À la poursuite du diamant vert ou quoi. Tous ces films un peu d'aventure, exploration. Mais je trouve qu'avec Spielberg, avec George Lucas, ont vraiment sublimé le genre. C'est beau. Merci. C'est beau ce que tu dis. Merci, je sais. C'est pas moi qui ai fait le film. Ah bien, c'est pas toi. Non. Ah, je pensais qu'on parlait que des films de... Ah, je pensais qu'on parlait des films qu'on avait fait. Ah, ok. Oui. Ready Player One, quoi. Ah ouais, Karel a bossé quand même longtemps sur Ready Player One, donc c'est vrai qu'on a mis du temps sur... C'est un peu nier son travail que de dire ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, quel est le prochain film de Steven Spielberg dont on va parler ? Alors, je change entièrement de catégorie, puisque j'ai envie de parler de Legally Blonde. J'ai besoin d'une épouse plus sérieuse que toi. Tu vas me quitter simplement parce que je suis trop... blonde. Oh. Si les brunes comptent pas pour des prunes, Reese Witherspoon va prouver que les blondes comptent pas pour des blondes. C'est à ça que je dois ressembler pour être prise au sérieux. À une étudiante en droit. Donc, je l'ai vu. Moi, tu l'as vu ? Ouais. Je l'ai pas vu. Et du coup, il est sorti en 2001. Donc c'est quand même un vieux film. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est du coup un blonde. Stéréotype. Oui, en français, c'est La Revanche d'une blonde, le titre. Donc c'est une comédie américaine. Ouais. Et du coup, c'est une femme qui va arriver à Harvard en école de droit pour se venger un petit peu de son ex-copain qui a été assez... Un connard, pas sympa avec elle, voilà, on va dire ça. On ne se censure pas. Hein. Et du coup, elle s'y inscrit et en fait, elle commence à travailler parce qu'elle se rend compte que le droit, ça lui plaît. Et en fait, elle est le stéréotype parfait d'une blonde superficielle, comme on voyait beaucoup dans les années 2000, etc. Donc elle s'habille beaucoup en rose, elle va être toujours très bien habillée, très bien maquillée, très bien apprêtée, tout ça. Donc en fait, les gens autour vont estimer qu'elle n'a pas sa place en école de droit à Harvard, et elle leur prouve tort tout le long du film, et ça c'est très beau. Et on aborde du coup beaucoup le sujet de la féminité comme quelque chose qui peut s'associer à l'intelligence en fait, ce qui paraît logique, mais dans les années 2000, pas tant que ça. Donc je trouve qu'il est très avant-gardiste ce film. C'est ça, il a beaucoup de recul exactement. Sur son époque. Il est très drôle aussi, il y a énormément de vannes qui passent encore super bien aujourd'hui, enfin des répliques cultes. C'est très grand public, donc tout le monde peut le voir. Et voilà, puis on parle aussi quand même de sujets assez difficiles, donc par exemple...
le professeur qui est censé avoir un tutorat envers elle va quand même avoir des gestes assez déplacés, des choses comme ça. Donc on va parler quand même de sujets beaucoup plus lourds et ça reste assez... voilà. C'est un peu Barbie avant l'heure en fait. En fait, En gros. ça me... Ok. Oui. Là quand Oui. t'en parles, je viens de En voyant faire le lien. Barbie, j'ai énormément pensé à Legally Blonde. Mais Et du donc coup, je pensais... quel était le Barbenheimer de l'époque? Eh bah, très bonne Faudrait qu'on question. voit avec 2001. quoi et en même temps quoi est sorti Avec Legally quoi est Blonde. sorti Legally Blonde en 2001. Mais du coup, c'est un film qui arrive un peu à l'heure parce que je sais quand même que les films début des années 2000, c'était des films qui justement mettaient en avant ces espèces de stéréotypes des personnages de blondes un peu très superficiels d'ailleurs, Exactement. vraiment où ça a commencé vraiment à se développer. Enfin, c'était aussi le début des slashers pour ados, tu sais, de nouvelle génération des slashers pour ados, où vraiment t'avais aussi ce personnage de la blonde qui meurt avant la brune, qui reste à la fin et tout. Exactement. Moi, je sais qu'un Exactement. des premiers films d'horreur, c'était genre La Maison de Cire, où t'avais Paris Hilton. Et c'est vrai que Paris Hilton a aussi été cette génération Ah, MTV où vraiment... Ah bah, ça a c'est été... la blonde ouais, originelle. c'est ça. Et donc, ça a créé... En fait, c'est un film qui, du coup, de ce que tu me dis, arrive à l'heure, en fait. Arrive au moment, encore une fois, de sonnette d'alarme. Oui, Ok. complètement. Et Et du coup, c'est- c'est un film qui m'a ouais. beaucoup marqué, Mais très je avant-gardiste. m'attendais pas à ça. Ok. Voilà. Elle est jouée Je par... pensais- comment elle s'appelle Reese Witherspoon, ouais. qui est d'ailleurs une actrice Oui. de ce que je sais, de ce que j'ai vu à l'époque, je vais pas, voilà, mais qui a l'air d'être une actrice assez engagée, assez respectée. Et je trouve Dans qu'on le en milieu. parle aussi encore beaucoup de ce film. Je le vois Oui. encore aussi passer beaucoup, Ouais. quoi, tu vois. Oui, il y a des répliques qui sont restées cultes, et Il est comme je culte dis, il pour a beaucoup, je pense. touché beaucoup de monde. Celui-là, et c'était quoi l'autre film pareil, d'ado, c'était pas Lolita malgré moi ou un truc comme ça? C'est possible, peut-être je sais pas. Mais Mean où il y a Girls, eu ouais. Mean Girls, où il y a eu Ouais. un remake récemment et tout, donc c'était vraiment ces Oui, en comédie films musicale, où tout à quelque fait, part ouais. on faisait un peu bouger les codes aussi. Ok, c'est super intéressant. Donc Vraiment, apparemment, il y a ok. un 2 qui est sorti en 2003. Je ne l'ai pas vu parce Ouais. que j'avais pas forcément envie de... Bon, ça c'était aussi la grande mode des années 2000. Hein. C'était La revanche Et- d'une blonde 2. Apparemment, il y a un 3 qui est en développement qui serait annoncé pour 2025. Là, j'ai pas de jeu de mots. Voilà. Ça j'ai vu passer. Ça Donc, j'ai vu du passer. coup, les j'ai infos. hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et puis voilà. Mais Ouais. le 1 reste On espère un complètement retour culte. du coup de Reese Witherspoon. Donc, Ouais. oui, Il faudrait que je vois le 1. complètement. Bah, écoute, tu m'as donné envie de voir le 1 Et bah, et de franchement, m'intéresser à ça. il vaut le coup pour plein de raisons. C'est Voilà. toute une époque de cinéma, enfin une époque et un genre de cinéma comédie des années 2000 que j'ai pas trop suivi. Il y a Du coup, eu des très bons films. Mais ouais. Je mentionne aussi She's the Man, qui est un film très très sympa. Pareil, bon, c'est un film adolescent, etc. Mais pareil, ça joue beaucoup sur les stéréotypes parce qu'en fait, c'est enfin, j'en parle rapidement, mais c'est une fille qui veut faire du foot, enfin du soccer, donc américain, donc du foot européen. Ouais. Qui en fait est refusée parce que du coup c'est une équipe purement masculine et en fait elle va profiter que son frère parte faire une tournée de musique, etc. pour prendre sa place en fait. Elle se déguise Ok. en homme D'accord. et elle prend sa place et Ok. donc voilà, pareil, elle se déguise en homme pour pouvoir jouer au foot en fait. Je l'ai vu il y a longtemps. Et il est sorti en 2006, donc à peu près la même période. Oui, c'est ça, dans cette Voilà, période des années c'est ça. 2000. Ouais, Exactement. c'était vraiment tous les films un peu entre 2000 et 2007, 8, 9, 10, tu C'est vois. ça. 9. Non, pas 9. Pas 9. 11. Non, pas... Ouais, 11, mais pas 9, en fait. Vraiment, il y a eu 7, 8, 10, 11. L'année 2009 n'a jamais existé, en fait. C'était un complot, j'y paraît. D'accord, Des c'est un platistes. complot. C'est ça. Pouvez-vous le prouver? Ben non, en fait non. Bah non, je peux vous prouver un truc qui n'existe pas. Je vais encore parler d'un film adapté Steven d'un Spielberg. roman. Et cette fois, je vais parler d'un film français. Oh. Cocorico, quand même. Non, pas Cocorico, s'il te plaît. Pas le film Cocorico. Je vais parler de Cocorico avec Didier Bourdon, c'est ça, non? Il y avait Christian Didier... Et Christian Clavier, c'est vrai. Évidemment. Eh ouais. C'est pas quand ils découvrent qu'ils ont des origines étrangères et du coup, Étrangère, ouais. Ah ouais, Et ouais, du mon coup, Dieu. oh là là. Et il y a une suite. Grande annonce, hein. Je suis le Instagram de Christian Clavier et il y a une suite. Oh pitié. Bah parce que le 1 était Pourquoi tellement tu bien. suis le il fallait- Instagram avec Christian Clavier? Mais parce que pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? C'est ma foot porn à moi. Christian Clavier, ta c'est mon junk gâteau food. qui découline. Non, moi je voulais vous parler d'une adaptation d'un roman de Pierre Lemaitre. Qui a C'est été un- à l'époque c'est un Goncourt, Dupontel. il me semble. C'est un Dupontel, tout D'accord. à fait. Il y en a eu deux. Il y en a eu un plus récent, La couleur de je sais plus quoi, enfin avec... La couleur de l'incendie. Mais La- c'est ça, la c'est couleur- de c'est ça. Clovis Cornillac. Ça, c'est de Clovis Cornillac. Et moi, je te parle de celui d'avant, Au revoir donc qui est un là-haut. petit peu dans le même univers. Au revoir là-haut. Ouais. Exactement. Pour avoir déclenché la guerre, pour ne pas l'avoir empêchée, pour avoir aimé la faire, vous êtes tous condamnés à mort. Exécution!
Au revoir là-haut, qui est un film, moi, qui à chaque fois me fout les larmes. Hein. C'est un film, en fait, donc sur un homme qui revient de la Première Guerre mondiale, qui est un peu délaissé par la société, et qui va trouver un jeune homme qui vient d'une famille un peu riche, qui est revenu de la guerre totalement défiguré, donc ce qu'on appelait une gueule cassée, et qui s'est inventé des masques, avec tout ce qu'ils trouvaient, tout ça pour éviter de faire face à son vrai visage. Ils vont avoir avec eux une petite gamine qui, pareil, est une laissée pour compte. Donc c'est vraiment un trio de laissés pour compte, hein. C'est des personnages purement dupontéliens. Dupontel, ça adore les personnages de laissés pour compte, des personnages un peu oubliés de la société, ou en tout cas en marge. Et c'est des personnages qui vont s'allier pour monter une arnaque au monument aux morts. Ouais. En fait, ils vont donner des plans de faux monuments aux morts, encaisser l'argent et ne rien donner derrière. C'est un film magnifique. J'ai pu, en préparant cette émission, voir ce que j'aimais dans ces films. C'est des films à la réalisation très marquée, qu'on dirait maniéristes, où il y a plein de fioritures, plein de trucs qui servent à rien, mais qui sont très jolis. Non, j'allais dire, j'adore la seconde partie de la filmo de Dupontel. Oui. Où justement, on sent qu'il a plus de moyens, qu'il est plus reconnu en tant que réal, et il fait ce qu'il veut avec ses films. C'est en même temps tout aussi bordélique, mais plus net. Ouais. Peut-être moins underground que ses premiers films, qui vraiment, t'as l'impression que c'était tourné dans la rue, quoi. Et là, c'est un film, alors, à la fois très classe dans son image, et en même temps totalement loufoque. C'est un conte tragicomique, qui plaît, qui fait rire, et qui émeut. C'est une énorme chialade sur la fin. Il y a le personnage, donc, de cette gueule cassée, ce grand bonhomme filiforme, Nahuel Pérez Biscara, qui après a fait 120 battements par minute, il me semble, tout ça, et qui est génial parce qu'il transmet tout par les yeux. En fait, il parle pas dans le film, parce qu'il est cassé. Les masques sont magnifiques, je me rappelle. Ces masques sont... vraiment, c'est une inventivité folle. Et j'adore aussi, je voulais citer Laurent Lafitte en grand méchant, parce que Laurent Lafitte, après ça, a joué des grands méchants et tout, mais Laurent Lafitte en grand méchant est parfait. C'est un conte, c'est vraiment un conte dans le sens où t'as l'impression que rien n'est grave et tout l'est en même temps. Il y a un rapport de famille aussi qui se crée, cette famille que le personnage s'est créé, cette famille qu'il a, avec laquelle il n'a jamais repris contact suite à son accident de guerre, tout ça. Et c'est un film qui, encore aujourd'hui, quand j'en parle, me fout les frissons, tellement c'est beau. En fait, tu peux pas sortir de ce film en disant « je l'ai pas aimé ». Tu peux te dire « il m'a moins touché », mais alors tu peux pas te dire « c'est un film qui est raté ». C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Dupontel, et c'est un film qu'il faut revoir. J'ai hâte de lire le livre, de voir si ça va me toucher tout autant. Ouais, j'ai marqué ce truc surtout de poésie enchanteresse. Voilà. Je me rappelle avoir vu au cinéma, il m'avait vraiment bouleversé. Ah bah t'en ressors, t'as les yeux humides. Je pense que j'ai préféré quand même ceux d'après. Donc Adieu les cons a été une énorme claque aussi. Adieu les cons, même second tour que j'ai beaucoup aimé. Oui, moi aussi. Second tour a une inventivité aussi tout aussi folle, mais tu sens qu'il est en permanence en train de se réinventer, tu vois. Ouais, ça c'est cool. Et en même temps, je trouve que dans second tour et Adieu les cons, il y a un peu cette même lumière, tout ça. C'est-à-dire que s'il fait un troisième film dans ce même univers, il va se répéter un peu au niveau des lumières, au niveau de ses visuels, en fait, tout ça. Oui, parce qu'il se déroule à la même période, là forcément. Et puis dans des grands bureaux, des trucs comme ça, c'est toujours un peu, tu vois... Là on est plus à l'époque. Ouais, là on est plus sur le côté... du coup, les lumières sont moins marquées, les rouges sont moins rouges, les bleus sont moins bleus. Mais c'est vrai que oui, Adieu les cons, moi quand j'en suis sorti, je me souviens quand je suis sorti, j'étais en mode... il n'y a plus rien à faire. Oui, voilà. Genre, je me souviens très bien de ça, de me dire... il n'y a plus rien à faire. On a fait le maximum du cinéma français. Là, c'est après ça, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Ce film est parfait, quoi, tu vois. En vrai, du coup, moi j'aurais envie de dire, parce assez intéressant, parce qu'on a parlé en blaguant de Cocorico, mais on parle beaucoup du cinéma français en disant que voilà, on a beaucoup à envier au cinéma étranger parce qu'on a moins de moyens, moins de budget, tout ça. Mais il y a énormément de films qui sortent, qui viennent de réalisateurs peut-être un peu moins connus, des films qui font moins parler d'eux, mais qui sont beaucoup plus, je trouve, qualitatifs. Comme des films comme Au revoir là-haut, Adieu les cons, tout ça, qui sont absolument géniaux et qu'il faut voir, parce qu'il faut soutenir ce genre de films. Forcément, ceux qui sont mis en avant, c'est ce qui fonctionne, ça va être des comédies, tout ça, mais je trouve que de plus en plus, on a beaucoup de films qui se démarquent en France et qui n'ont absolument rien envie à ce qui se fait ailleurs. Bien sûr. Et justement, ailleurs, on a... une espèce de domination des grands studios hollywoodiens et qui viennent un peu sacrifier quelques films, qui viennent les charcuter, un peu, parfois même saboter des films. Et justement, on n'a pas ça en France, en tout cas sur tous ces films-là dont on parle. On n'a pas ça et on a beaucoup de chance. Ouais. Et du coup, franchement, c'est des films que je conseille. En attendant, on passe à toi, peut-être ? Ah oui, c'est vrai. Attends, on fait un tour de table, on est trois. Je suis le parrain de ton top 10. On part chacun notre tour. Dingue. Ok, c'est une suite, également. Alors, on a déjà parlé du réal. Spielberg. Non, c'est pas Spielberg. C'est Christopher Nolan. Christopher Nolan, une suite sortie en 2008. Dark Knight. Bah oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? C'est très simple. Tu es le Batman.
Voici ma carte. Bruce, voici Harvey Dent. Grâce à Rachel, je sais déjà tout de vous. Pas tout, je l'espère. Forcément qu'il fait. Alors c'est ne pas le citer aurait été un sacrilège. film de super-héros de ma liste, quand on y pense. Mais en vrai, je sais que c'est déjà un film dont on a parlé entre nous. C'est un film de super-héros, mais qui n'est pas un film de super-héros. Enfin, non. Oui, non. C'est un thriller, c'est plus qu'un thriller. Les gens qui n'y connaissent rien au genre super-héroïque peuvent tout à fait voir ce film. Que dire sur The Dark Knight? En vrai, que dire sur ce film, sur ce chef-d'œuvre? C'est que c'est réussi à tous les niveaux. Même niveau scénario, imbriquer autant de sous-scénarios dans un film. C'est du Nolan pur et dur. C'est rarement c'est un vu. truc qui sait faire la narration. Ouais. On parlait d'Inception tout à l'heure avec le fait d'imbriquer, mais là dans Dark Knight t'as quand même 6 sous-intrigues qui se développent en même temps, moi, je pense que qui ne s'envahissent jamais. Ce qui fait le point fort de Christopher Nolan, c'est les dialogues et sa manière de filmer les dialogues. Ce champ contre champ, d'avoir cette caméra qui bouge constamment, mais qui en même temps, tu ne te rends pas compte des cuts, parce que je trouve qu'il a ce truc où la caméra est toujours placée là où il faut. Il filme une scène de dialogue et d'un seul coup, ça cut et t'es sur une autre scène de dialogue, mais la musique continue entre les deux scènes. Ouais. Tu te rends pas compte et t'as cette espèce d'enchaînement, c'est à la fois très rapide et à la fois, c'est des films, Christopher Nolan fait des films qui sont longs, parce qu'il prend son temps de tout installer, il veut raconter tout ce qu'il veut raconter. Là où pour moi c'est le meilleur de la trilogie, c'est parce qu'étonnamment il n'y a pas d'action. Enfin, il n'y a pas tant d'action que ça. Non, c'est vrai. Pourtant c'est un film de super-héros, Ça c'est se un film tape Batman. pas beaucoup en fait, bizarrement. Mais parce que Batman Begins, je trouve que les scènes d'action sont trop cutées en fait. Peut-être plus hollywoodienne en fait. Il maîtrise pas l'action dans Batman Begins. Et au contraire dans The Dark Knight, même si j'adore The Dark Knight Rises, donc le troisième avec Tom Hardy, Bane et tout ça, même si le film est génial, je trouve que au contraire les scènes d'action sont très molles. Je me rappelle du combat entre Bane et Batman qui est c'est un peu lourdeau quoi. D'une scène d'action sur un toit avec Catwoman, c'est pareil. Je pense pas que Nolan soit un... Alors on va contredire avec Tenet et tout, mais c'est-à-dire qu'encore une fois il est plus sur la forme et le style, mais Nolan n'est peut-être pas un très bon réalisateur d'action. Tenet, je pense que ça fonctionne parce qu'il savait en amont que ça allait être plus un film d'action, donc c'était plus travaillé. Ouais, mais là, après les combats tiennent parce qu'ils sont en avant-arrière. En fait, tu vois, en fait, les combats en eux-mêmes, ils cassent pas trois pattes à un canard. Et la musique, tu vois, bien sûr. Là, mais ça, pour filmer des combats en eux-mêmes, je trouve que Nolan n'est pas le meilleur. En fait, c'est que et du coup, j'ai peut-être aussi pour ça qu'il s'abstient vachement. Avec l'un de ses films les plus connus, alors qu'il devrait être un film d'action, The Dark Knight, c'est pas finalement un film où t'as du beaucoup plus dans la psychologie. Évidemment, parler de Heath Ledger en Joker. Évidemment. Qui n'est pas une grande figure de cinéma. Il nous regarde d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a un cadre du Joker juste au-dessus de sa cuisine et du coup il nous regarde. Il regarde fixement et c'est flippant. Terrifiant. Les thématiques abordées sur la justice, sur le bien, le mal, sur cet être qui ne veut absolument que le chaos. Sur tous ces personnages, on a une espèce de quatuor de personnages entre Batman, le Joker, Harvey Dent et Gordon, je pense aussi un peu. Qui vont tous représenter un aspect de la morale, un aspect de la justice, qui ont tous une vision bien à eux, et qui vont s'opposer les uns aux autres. C'est un grand film sur la justice, t'as raison. C'est un grand film sur la morale et la justice. Sur la morale et la justice, raison. Qui va vraiment te faire toi-même soulever des questionnements. Ce qui est assez caractéristique de Nolan. Oui, et aussi, même en vrai de l'univers Batman en général. Oui, aussi. Et enfin voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu que je recommande à tout le monde, même si en vrai vous n'avez pas vu ces autres Batman, parce que par exemple moi j'ai découvert ce film-là, j'avais pas vu Batman Begins. C'est le premier que j'ai vu, et en vrai il est tellement génial, il est tellement à part, et il peut être vu sans... Et montrez-le à tout le monde, parce que c'est un thriller psychologique, donc c'est même pas tant un film de super-héros que ça. Non, puis t'as raison, il peut être tiré de la trilogie, c'est-à-dire que t'as pas... Pour voir le 3, t'as besoin de voir le 1. Pour voir le 1, bon bah voilà, tu vois là. Mais par contre, pour voir le 2, t'as pas besoin ni d'avoir vu le 1, ni de voir le 3 après, ni de... Voilà, ça agit en solo, quoi. Il est incroyable sur tous les points, vraiment. Ok. Montrez-le à tout le monde, faites du démarchage. Karel ? C'est moi. Ben, vu qu'on ça va, mec? Ça fait le même bruit que la hanche. Tu peux arrêter avec ta hanche, s'il te plaît? Je voulais parler de mon film d'horreur préféré, c'est Hérédité, de Ari Aster. Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre. Elle est toujours là. C'est son tout premier long métrage et vous en avez parlé dans le
Oui, tout à fait. Et tu le sais, on en a puisque tu l'as parlé. écouté. Oui, je c'est sais pas pourquoi tu bien dis ça sûr. sous forme de question. Effectivement, alors que tu le sais. non, mais. Non, oui. on en avait parlé dans les questions parce que J'en j'avais avais parlé de ma parlé. mort qui m'a le plus surpris dans les films et donc j'avais parlé Oui, de la mort de Charlie. évidemment, ça c'est culte Mais du j'ai film. hâte d'entendre ton avis du coup. Et bah pour moi c'est un des mon film d'horreur préféré parce que je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé. Il y a une tension psychologique qui est tout à fait présente, d'ailleurs dans la plupart des films d'Ari Aster de toute façon, mais dans celui-là particulièrement. J'ai un peu de mal des fois avec les films d'horreur qui vont partir sur les côtés très esprit, tout ça, un peu plus paranormal. Je préfère les films d'horreur qui sont beaucoup plus psychologiques et réalistes, et en fait là c'est parfait parce qu'il y a un aspect sectaire psychologique qui est... On se demande en fait si c'est du paranormal, c'est pas du paranormal, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe tout le long. La scène de fin est absolument magique, dans le sens terrifiant. Et il y a tout un rapport aussi avec du coup l'art de la mère qui est très bien filmé je trouve dans ce film. Voilà, toutes ces maquettes d'art, toutes ces peintures, etc., qui est très bien filmé et qui fait met encore davantage de pression psychologique. Et évidemment, il y a la scène où elle s'énerve contre sa famille. Et ce mini monologue est juste... moi, il m'a pris aux tripes d'une manière... Un mini-logue. Un mini-logue, du coup. Exactement. Un monologue, c'est un mini-logue. Et il m'a pris aux tripes d'une manière extrêmement violente. Ça t'a pas fait mal ? Si, quand même, un peu. Mais j'ai vu plusieurs fois ce film et il arrive à me surprendre sur les screamers qui sont pas vraiment des screamers parce qu'en fait on peut pas vraiment appeler ça des screamers, mais qui sont... Oui, mais du coup c'est ça, je pense que vu que t'es tellement tendu, qu'il est tellement dedans, ça tellement tendu constamment que voilà, c'est pas du pur screamer comme on peut voir parfois dans les films d'horreur, c'est vraiment... on sent que tout est calculé. Oui. Et la pression psychologique qui est chez nous, elle est chez les personnages. Et t'en parlais, Toni Collette est incroyable dans le film. Absolument. Absolument. Elle déploie son talent. Mais ça, c'était... Avec le jeune Alex Wolff, qui après va faire des films avec Nicolas Cage et tout. Et cette scène où il s'éclate la tête contre une table en plein cours. Ah, mais alors cette scène... Elle m'a trop marre. Ah oui, moi aussi. J'étais là, mais arrête, tu te fais mal. Complètement. Et la scène du personnage en feu aussi. Les visuels sont... Les visuels sont magnifiques et du coup, voilà, je pense que c'est mon film d'horreur préféré. Je pense que du coup ça fonctionne parce que vu que le réalisateur arrive à t'ancrer dans un réalisme viscéral, je pense que la violence que tu vois te fait beaucoup plus mal que si c'est justement du surnaturel. Carrément. Et tu vois quelqu'un se faire embrocher par une créature démoniaque. Ouais, bien sûr. Vu que c'est du surnaturel, t'y crois pas non plus, donc ça te choque pas, ça te fait pas mal. La violence est purement réalisée par les personnages eux-mêmes. C'est ce que j'allais dire, la violence elle est terre à terre, il se l'inflige, quoi, ouais, c'est ça. Et psychologiquement. Que ce soit la mort dont on parlait de la petite, ou lui qui se fait mal, ou la mère, enfin c'est vraiment, Psychologiquement, physiquement, c'est que de la violence qui s'inflige à eux-mêmes finalement. Et je trouve que ça prend complètement du coup cette dimension de secte derrière, de soi-même se respecter des règles, des choses, etc. Voilà. Est-ce que tu avais vu Midsommar ? Oui, j'ai vu Midsommar, qui était aussi pareil, absolument merveilleux. Je choisis Hérédité. Je trouve qu'il est en contre-coup, tu vois, Hérédité plus sombre et Midsommar beaucoup plus... Mais les deux ont... Mais les deux, visuellement et scénaristiquement, je pense qu'ils fonctionnent quelque part en duo. Ensemble, oui, complètement. Et c'était l'époque où Ari Aster savait conclure des films. Allez. Je ne l'ai pas encore vu. Alors, je suis désolé. J'adore ces derniers films. Mais je trouve que ces fins ne sont pas bonnes. Genre, j'ai du mal avec ces fins. Je trouve qu'il les étire. Ne me spoil les pas. Mais il étire ses fins. C'est-à-dire que tu as tout le temps... Le film est génial, puis tu as tout le temps 20 minutes de trop, quoi. Tu vois. C'est marqué dans Boys Afraid. Boys Afraid, c'est parce que la fin dure 1 heure de trop. Mais dans Eddington, je trouve qu'il était parfait dans... Ouais, mais tu vois... on se parlera pas, mais la fin, avec ce qui arrive à ce personnage et tout, c'est quand même... c'est long, quoi. Oui, bien sûr, oui. Il y a une scène au minimum en trop, quoi. Non, oui, je vois de alors que Hérédité et Midsommar, ça se conclut... Alors, ils sont plus courts, déjà. Ils sont plus resserrés. Et il se conclut vraiment, voilà, genre il se conclut et il te laisse sur le côté en mode, allez, maintenant t'as pris ton trauma, tu te casses, tu vois. Voilà, exactement. Alors que les deux autres sont plus en mode, t'as pris ton trauma, attends, on va le digérer ensemble, ton trauma, tu vois. Ce qui est un petit peu dommage. C'est ça, il nous laisse pas le temps de digérer sur ces deux premiers films. Et d'ailleurs, je t'encourage à voir son court-métrage, qui est un de ses plus connus, qui s'appelle Quel est le problème avec les Johnsons, qui dure 15-20 minutes. Il y a eu une trend TikTok de gens qui se filmaient avant de le regarder et après le regarder, et les gens étaient blêmes, Voilà, donc vraiment, je vous le conseille. Attention, c'est pas à mettre devant tous les yeux. Là, plus encore que les autres, parce que là, on n'est pas dans de l'horreur qui gore ou quoi, mais on est dans de l'horreur qui fait mal et qui rajoute des traumas, quoi. Okay. Voilà.
Je compte parler un peu plus vite de mon prochain film. C'est encore un film français, je vais en reparler. Un film sorti récemment en plus, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est un film où la réal est très visible, un film où le réalisateur... Ok, c'est un peu un gamin derrière sa caméra qui filme de la violence parce qu'il a été éduqué par les Scorsese. C'est un film qui a beaucoup été décrié sur son histoire d'amour, même si, alors, j'ai essayé de voir encore le problème du tout. C'est un film que j'aime énormément. Il est ouf ce film. C'est un amour ouf. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais en fait. Tu bosses pour moi. Ma compagne m'a offert le livre et du coup j'ai pu le lire. Et alors c'est totalement différent. Le livre est beaucoup plus problématique d'ailleurs, vraiment. Là, le film, moi je trouve encore une fois que c'est un film parfait, quoi, tu vois. C'est un film... Alors moi, c'est parce que j'aime les histoires de gangsters et tout, donc forcément il prend à bras le corps ça, il prend cet héritage de scorsésien à bras le corps, clairement. Encore une fois, des équipes d'acteurs qui sont... le trio Jean-Pascal Zadi, François Civil et Raphaël Quenard, moi je le veux dans mon salon juste pour m'amuser, quoi, tu vois, c'est génial. Adèle, sa scène avec Alain Chabat, putain, bien c'est pas assez, tu vois, c'est un truc, voilà. Gilles Lelouch est un réalisateur extraordinaire, faut voir ses films d'avant aussi, vraiment. Donc là, c'est un film où il y a tout, et encore une fois, il fait plein de trucs qui servent à rien, niveau réal, niveau plan, niveau... Ça sert à rien, ça ne raconte rien parfois, mais putain, ce que c'est beau. Il y a un peu ce côté Dupontel, tu vois, de... Exactement, ça met des effets, parce que c'est beau. On va en faire trop, mais parce qu'on peut le faire, tu vois, parce qu'on peut le faire. Et la musique est superbement choisie, vraiment, tous ces choix musicaux sont géniaux. Je veux voir la putain de version qui a été diffusée à Cannes parce qu'on sent que le film a été, et c'est le seul reproche que j'ai à faire au film, c'est que le film a été cuté. Il y a plein de trucs qui manquent. Je veux voir cette version entière, j'espère la voir. Le style pour le style. Le style pour le style. Ça, j'adore ça. À l'image de sa scène de danse qui est grandiose, ses acteurs, même adolescents, qui sont géniaux. Et puis il sait aussi se calmer, c'est-à-dire qu'il en fait trop sur les scènes et puis d'un seul coup il va faire une scène de première fois à la plage où il va pas te faire des plans de ouf. Il va faire au plus près des personnages. Il va rester très pudique. Il va être dans l'intime et il sait gérer l'intime. Tu vois, c'est juste que ça l'intéresse pas, mais à ce moment-là, il a besoin d'intime, donc il gère l'intime. Il y a une joliesse de ces moments qui font face à un grandiloquent du reste. Benoît Poelvoorde, méchant, mafieux, j'adore. Enfin, donnez-moi du Benoît Poelvoorde méchant, il est génial. Méchant, tu vois. Genre, non. C'est-à-dire qu'on le voit aussi un peu, ce côté désabusé à la fin. Pathétique. Oui, il est pathétique sur la fin. C'est qu'il est vieillissant, il est pathétique. C'est la plus belle définition de la violence ruine une vie. Voilà, donc cri d'appel à la jeunesse, on en parlait un peu dans l'émission d'avant avec Orange Mécanique, mais rappelez aux jeunes que la violence mène à la ruine. Voilà, la violence ne doit pas être une solution, et c'est pour moi ce que représente ce film, c'est une belle histoire d'amour qui a été salie par la violence, qui a été empêchée par la violence. Super film, super acteurs, super réal. J'en boufferai tous les week-ends, mais avec grand plaisir, quoi. Alors, le film dure 3 heures, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais tu ne les vois pas. On ne les voit pas. Il se passe tellement de choses que tu te dis, mais c'est pas assez. À la fin, c'est genre, donnez-moi plus. Puis il y a tellement de personnages aussi, quand on prend en compte les deux timelines, il y a énormément de personnages, ce qui fait qu'on s'ennuie jamais. T'as au moins 14 acteurs qui méritent d'être sur l'affiche, tu sais, t'as tous les autres personnages secondaires derrière, c'est d'une beauté, et ça a été tourné proche de chez nous, donc il y a un petit attachement, tu vois, il y a un petit truc, ou voilà. Non, c'est magnifique, et moi c'est un film qui m'a profondément marqué, vraiment. C'est vraiment un gros morceau du cinéma français récent. Faut vraiment pas rater, je trouve. Et tu vois, on a beau dire, oui, il est sorti récemment, donc c'est dur de le mettre dans un top 10 et tout, mais moi je sais qu'il m'a marqué comme rarement des films m'ont touché, quoi, tu vois, donc voilà. Je voulais en parler, l'amour ouf, c'est mon amour ouf. Voilà, on n'est pas tout le temps poétique. Poète, camion. Eh bien, j'avoue que ce n'est pas ce qu'on me dit d'habitude, mais j'apprécie le compliment. Oh, c'est pertinent, je vous promets. Ça va pas. Ça va pas. C'est juste que non, c'est pas suffisant. Ce monde est un trésor, mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. Tu arrives juste à temps pour dîner, mon trésor. Nous allons voir ce que tu peux concevoir en 5 minutes. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.